Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition unique. Voici les titres. Face aux défis du changement climatique et de la préservation de la biodiversité, le Bénin renforce son arsenal juridique avec l'adoption de 2 nouvelles lois sur l'environnement et les ressources forestières. Dans ce journal, le professeur Placide Clédjo en décrypte les principaux enjeux, tandis que des citoyens livrent leurs réactions à ces nouvelles dispositions. La 56e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO s'est tenue aujourd'hui en Sierra Leone. Les discussions ont porté sur les défis politiques, sécuritaires et humanitaires de la sous-région. Le point dans quelques instants. Sur le plan international en République démocratique du Congo, les agents de santé en première ligne contre Ebola menacent de faire grève. Au Kenya, des Rastafari contestent le rejet par la justice de leur demande d'autorisation de consommer du cannabis. Enfin, en France, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi sur l'aide à mourir. Après le sport, place à l'actualité nationale. La tournée de vulgarisation des premières actions du gouvernement se poursuit. Les ministres conseillers étaient ce mercredi à Porto Novo pour échanger avec les populations sur les réformes engagées et les réalisations du gouvernement. Suivant. Face aux citoyens et citoyennes de la ville de Porto Novo, 4 ministres conseillers se livrent à la vulgarisation des premières mesures sociales prises par le gouvernement du président Romualda Wadaye. En langue nationale Goun et Fon, Jeanne Adambioku Akakpo, Patrice Nombime Agbodranfort, Paulin Benou et Rosine Daïho expliquent de fond en comble la généralisation de la gratuité de la scolarité pour toutes les filles du secondaire à partir de la prochaine rentrée scolaire. L'accent est également mis sur la prise en charge immédiate et gratuite des urgences vitales dans les formations sanitaires publiques. C'est le lieu pour moi d'adresser ma profonde reconnaissance au chef de l'État ainsi qu'à l'ensemble des membres de son gouvernement pour la mise en œuvre de ces actions inédites. Au-delà de l'information, cette rencontre constitue un espace d'écoute, d'échange et de compréhension mutuelle entre l'action publique et les populations à la base. Nous avons la responsabilité en tant que ministre conseiller de porter ces bonnes nouvelles à leur attention. Ce sont des populations qui sont contentes de ces premières mesures qui sont mises en place par le président Wadaye. À cette campagne de vulgarisation, les ministres conseillers rappellent l'interdiction de l'insecticide Sniper sur toute l'étendue du territoire national en raison des dangers de ce produit sur la santé. Dès que le nouveau gouvernement est venu, c'est ces initiatives qui sont prises, ces mesures qui sont prises, parce que ça a vraiment soulagé la population. Ça a fait que nous avons dit, bon, ça c'est un soulagement, on peut quand même avancer. Et c'est quand même fier de voir que bon, un jeune est là, il a pris des mesures. Et je pense aussi au niveau des universités, les nouveaux bus qui sont achetés, tout ça, ça a été présenté. Ça soulage quand même la jeunesse, ça soulage beaucoup de gens. Nous l'avions appris sur les réseaux sociaux, dans les radios et télévisions. Mais de vive voix, les ministres conseillers nous ont expliqué et ça a été très bon. Et nous encourageons Monsieur le Président de la République de continuer dans ce sens. La population de Porto Novo a exprimé des doléances face aux ministres conseillers, doléances relatives au renforcement des actions sociales et à la réalisation de nouvelles infrastructures socio-communautaires dans la ville. Toujours au chapitre de la gouvernance, le Bénin renforce son arsenal juridique en matière de protection de l'environnement. Après la loi relative à l'environnement, les députés ont adopté la loi portant code des forêts et de la faune, un texte de plus de 300 articles qui redéfinit les règles de gestion, de conservation et de répression des infractions liées aux ressources forestières et fauniques. Nous poursuivons donc avec l'Assemblée nationale. L'adoption du Code des forêts et de la faune marque également la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2026. Ouverte le 15 avril dernier, cette session aura été marquée par 10 séances plénières et l'adoption de 11 lois. Je vous propose d'écouter le président de l'Assemblée nationale lors de la cérémonie de clôture.
C'est avec soulagement, c'est avec satisfaction qu'en votre nom, je procède à la clôture de la première session ordinaire au titre de l'année 2026 de notre Assemblée. Avec soulagement parce que c'est la première session au titre de ce septennat. En 10 sessions plénières, nous avons adopté 11 lois, notamment la loi portant règlement définitif du budget de l'État, notamment la loi portant loi de finances rectificative. Nous avons adopté 11 lois, parmi lesquelles la loi portant modification du projet de loi relative à la répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires, la loi portant ratification de la Convention des Nations Unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux. Il ne faut pas oublier la loi portant modification de celle, loi organique relative au Conseil économique et social, la loi portant abrogation de certaines dispositions du Code électoral, la loi portant modification de celle relative au médiateur de la République. Le septennat, on peut le dire, législatif a bien commencé. A commencé sous de bonnes augures. Pour illustrer cela, je ne peux que indiquer la forte présence des députés, l'assiduité, la ponctualité et la concentration, aussi bien en commission qu'en plénière. Nous ne pouvons pas mieux commencer. En cette particulière occasion, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à enrichir la qualité de nos travaux. Poursuivons avec ce dossier consacré à l'environnement face aux défis du changement climatique, de la préservation de la biodiversité et de la protection des écosystèmes. Le Bénin actualise son cadre juridique. Quelle lecture en fait un spécialiste du climat? Réponse avec le professeur Placide Clédjo dans ce reportage de Marcel Arrossi. On faisait la loi, la pollution ne s'est pas aussi accentuée, la dégradation ne s'est pas aussi accentuée, l'envoi des gaz à effet de serre dans l'atmosphère ne s'est pas aussi accentué. Et plus une ville se développe, plus on dégrade l'environnement. À un moment donné, on s'est rendu compte que les amendes qu'on fixait si quelqu'un pollue l'environnement, si quelqu'un dégrade l'environnement, il a des amendes qu'on a prévues. On s'est rendu compte que celui qui pollue l'environnement, les recettes qu'il y a dans la pollution, lorsqu'il coupe l'arbre maintenant, lorsqu'il exploite quelque chose, les recettes qu'il a lui permettent de payer facilement ces amendes-là. Vous voyez? Donc, normalement, il faut reprendre les amendes à la hausse, et c'est ça qui est fait maintenant. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Ce qui fait que celui qui veut polluer va réfléchir plusieurs fois avant de le faire. Ce n'est pas seulement les amendes. Parce que même si on applique les amendes, celui qui a les moyens peut payer et continuer pas polluer l'environnement. On a élevé, c'est bien maintenant. Mais ceux qui exploitent les forêts, par exemple, ceux qui sont dans la dégradation de l'environnement, il faut les changer d'activité. Donc c'est encore le gouvernement qui doit vraiment s'occuper de ça. Et que les citoyens qui exploitent la forêt, qui dégradent l'environnement, soient impliqués dans la sauvegarde de l'environnement. Il ne doit pas être extérieur. Ce n'est pas seulement les lois qui vont dire « bon, si tu fais ceci, on va te punir ». Mais il faudrait qu'il soit gardien de l'environnement. On l'implique davantage dans la gestion de l'environnement. Toujours sur cette question environnementale, la nouvelle loi prévoit désormais des sanctions contre plusieurs comportements portant atteinte à la salubrité publique, notamment l'abandon de déchets ou les actes d'incivisme dans les espaces publics. Comment ces nouvelles mesures sont-elles perçues par les citoyens? Élément de réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Enoch Humpati et Macléod Adanroussodé. Je pense que cette loi est une bonne chose. Une bonne chose dans quelle mesure? Elle s'inscrit dans un cadre où nous avons amorcé une certaine dynamique. Une loi qui rend propre nos villes, qui stipule que les sachets ne doivent plus traîner partout. Je pense que c'est une très bonne loi. Une longue sensibilisation d'abord via les canaux adéquats. On voit déjà qu'il y a eu assez d'efforts qui ont été faits en ce qui concerne l'assainissement de notre pays. Donc c'est très bien maintenant de mettre des restrictions pour pouvoir contrôler tout cela. Mais ce que moi j'aimerais bien proposer, c'est qu'il y ait des toilettes publiques. Cette décision a été bien prise parce que en tant que citoyen, uriner partout, ça pollue l'environnement et ça peut rendre les citoyens malades. Je suis tout à fait d'accord sur ça. Il y a des choses, nous ne pouvons plus le faire, que ce soit un millénaire ou
nous devons lutter contre la pollution, nous devons lutter pour le développement de notre cher pays, le Bénin. Dans un autre registre, après son audience à la HAC, la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi en charge de la formation professionnelle a poursuivi sa tournée dans plusieurs centres de formation. Objectif, s'imprégner des réalités du terrain, apporter des solutions aux difficultés rencontrées et donner de nouvelles orientations. Nous poursuivons donc avec l'actualité. C'est un portrait de Ousmane Batoko que nous allons avoir tout de suite. Au renouveau démocratique en passant par la Cour suprême qu'il a présidée durant 10 ans, Ousmane Batoko a marqué plusieurs étapes de l'histoire institutionnelle du Bénin. Aujourd'hui appelé à siéger au Sénat, il est au cœur d'un portrait qui retrace son parcours et qui met en lumière l'homme derrière les fonctions. Les fonctions racontent une carrière, les principes, eux, racontent un homme. À Parakou, le nom d'Ousmane Batoko évoque un parcours de près d'un demi-siècle au service de l'État. Administrateur civil, docteur en droit public, il a occupé plusieurs hautes responsabilités avant de présider la Cour suprême pendant 2 mandats. Mais ceux qui l'ont connu parlent d'abord d'un homme. C'est un papa aimant, respectueux des tests. Il n'y a pas ce jour-là où tu peux passer voir le président Ousmane Batoko par rapport à un problème professionnel où, à la fin, il ne te donnera pas de conseils. C'est ce côté humaniste de l'homme que je garde. Jeune révolutionnaire, il a été chef du district à Savalou. Par la suite, il a été membre du comité central du Parti de la Révolution populaire du Bénin, membre de l'ANR. Il a été ministre. Je ne vais pas oublier le travail abattu à la conférence nationale. C'est un parcours élogieux et très grand. Un souvenir résume à lui seul sa conception du service public. Sollicité par un proche pour un dossier administratif, il refuse toute faveur. J'étais surpris de la réponse qu'il m'a donnée. Il dit, mon fils, je t'ai bien écouté, mais si la loi te donne raison, sois sûr que tu seras rétabli dans tes droits. Pour lui, la proximité ne pouvait jamais prendre le pas sur la loi. Cette exigence a marqué positivement son passage à la tête de la Cour suprême, malgré une formation d'administrateur civil. Toute sa carrière, il est chanceux. Il a été ministre de la jeunesse et du sport, ministre de la fonction publique et du travail, ministre de la culture. Quelque chose l'a gardé, il était dans le PRPB. Son gars, lui, est venu, mais il a récupéré. Ce n'est pas forcément la politique seule. Il y a la compétence qui compte aussi. C'est un cadre émérite. Il est très discret. Une carrière se mesure au poste occupé. Un héritage se mesure aux valeurs transmises. Le président Ousmane Batoko avait pour conseil, Thierry, écoute, l'excellence n'est pas une option. C'est un homme qui a le goût du travail bien fait. Et si Ousmane Batoko est appelé à siéger au Sénat, ceux qui l'ont connu espèrent surtout que sa rigueur, son sens de la loi et sa discrétion continuent d'inspirer les générations à venir. Cap à présent sur la sous-région, la situation politique, sécuritaire et humanitaire en Afrique de l'Ouest était au centre des échanges de la 56e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO. Tenue à Freetown, en Sierra Leone, Victorine Bondé et Jean Aubimet reviennent sur les principales décisions et les temps forts de cette rencontre. Ici, au Centre international de conférence de Bitumani à Freetown, se tient un rendez-vous crucial pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Les membres du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO échangent autour d'enjeux majeurs, notamment la lutte contre le terrorisme, les transitions politiques, le financement des missions d'observation électorale et le renforcement du mécanisme d'alerte précoce. Le terrorisme et l'extrémisme violent continuent de menacer la paix et la stabilité dans plusieurs zones de notre région. Le crime organisé s'étend de plus en plus, exploite les frontières poreuses et les communautés fragiles. L'insécurité maritime, le trafic illicite, la cybercriminalité, la mésinformation et la désinformation constituent des menaces significatives pour la cohésion sociale et la résilience de nos États. Nous devons renforcer
notre capacité collective à anticiper, prévenir et réagir aux menaces émergentes. Face à ces défis, une réponse concertée des États membres s'impose pour préserver la paix, la sécurité et la stabilité dans l'espace communautaire. Les citoyens dépendent de nous pour assurer leur stabilité, leur sécurité et leur prospérité. Nous reconnaissons l'importance considérable qui est entre nos mains et l'effort collectif nécessaire pour atteindre des résultats considérables pour notre région. Les recommandations issues de cette 56e session sont désormais sur la table du Conseil des ministres de la CEDEAO. Le Conseil a démarré ses travaux dans la soirée de ce mardi 15 juillet. Ils sont prévus pour prendre fin le 17 juillet prochain. Terminons donc les sujets nationaux par une note culturelle. Le cinéma comme outil de dialogue, de valorisation des identités et de développement local. C'est l'esprit de la 6e édition du Festival international des films identitaires et solidaires, organisé à Niki. Entre projections, distinctions et réflexions autour du thème « Cinéma et intelligence artificielle pour un développement local durable ». Retour sur les moments forts de l'événement avec Pedro Mansang-Bewa et Macléode Adam-Roussodé. Nous sommes à Niki, dans le département du Borgou. Le Festival international de films identitaires et solidaires s'y installe. Pendant 5 jours, le cinéma rapproche les peuples dans cette cité royale du Nord Bénin. C'est pouvoir créer un cadre de rencontres, d'échanges et de formation entre jeunes, entre professionnels, entre passionnés, entre ceux-là qui ont à cœur vraiment les idéaux du cinéma. Pour ces enfants. Parmi les invités, ce réalisateur venu de la République démocratique du Congo. Son court-métrage met en scène les réalités auxquelles une partie de la jeunesse est confrontée. Le titre, c'est « Amour, rêve et ferraille ». Je voulais plus aborder le côté où il y a des jeunes chômeurs et comment certains font pour se débrouiller et pour être responsables. Le film a été très très bien accueilli. Je pense que c'était parmi les films les plus bien accueillis du festival. Certaines productions se distinguent par la puissance de leur récit, d'autres par l'originalité de leur écriture ou la force de leur message. Notre film, c'est un nouveau regard sur la préservation de la nature. Donc c'est un film qu'on a pris 5 ans à réaliser avec une ONG sud-africaine, Elephant, Rhino and People. Et donc, comme le nom l'indique, c'est pour la préservation des espèces en voie d'extinction. On est lié à la nature, on vit sur cette planète, la nature fait partie intégrante de notre quotidien. À Niki, on s'en est bien rendu compte aussi. Et qu'il faut la préserver pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour le bien-être de son pays. Au terme du festival, le palmarès dévoile 7 distinctions majeures. Le trophée du Grand Prix est allé à Mathilde, une jeune réalisatrice qui a voulu raconter un peu l'histoire des femmes excisées et en Guinée, parce que c'est encore tabou, c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Honnêtement, on est très fiers de recevoir ce prix honorifique. On repart avec ça en main, mais pas seulement pour nous, mais aussi pour l'association pour laquelle on l'a faite, puisqu'on voulait vraiment mettre en lumière des valeurs qui nous sont chères. C'était une surprise, parce que du coup, je n'étais pas au courant en arrivant là que je recevrais pour l'association et le réalisateur Daniel Saint-Jean un trophée de la reconnaissance. Participer à ce festival de documentaires, c'était quand même incroyable et riche de rencontres. Le Festifis ne s'arrête pas aux écrans. Il transmet autant qu'il diffuse. Ateliers de réalisation documentaire et initiation au jeu d'acteurs étaient au menu. Il est important, quand on parle de culture, notamment de cinéma, qu'on puisse avoir des gens autour. On peut raconter notre histoire, on peut raconter notre quotidien, on peut raconter notre culture et donner envie aux gens de venir voir le Bénin, aux gens de venir faire des films ici au Bénin. Donc je pense que c'est ce que nous avons comme défi à relever et surtout permettre aux jeunes que nous formons de pouvoir faire véritablement carrière dans le domaine du 7e art. Cette année, 230 enfants sont initiés au numérique.
Et pour refermer cette édition, un tour de l'actualité internationale. En République démocratique du Congo, les agents de santé engagés dans la riposte contre Ebola brandissent la menace d'une grève. Au Kenya, des membres de la communauté Rastafari expriment leur déception après le rejet par la justice de leur demande d'autoriser l'usage du cannabis à des fins culturelles. Enfin, en France, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi ouvrant la voie au droit à l'aide à mourir. En République démocratique du Congo, le personnel soignant d'un centre de traitement en première ligne de l'épidémie d'Ebola a temporairement cessé le travail en raison d'un conflit concernant le non-paiement de ses salaires. Les médecins et les soignants du centre de traitement Ebola de Rwampara ont lancé un ultimatum de 48 heures au gouvernement pour qu'il réponde à leurs revendications. Pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé a averti mardi que le nombre de cas d'Ebola dans la République démocratique du Congo peut être entre 2 et 4 fois plus important que ceux divulgués par les autorités. Un groupe de Rastafari au Kenya a exprimé sa déception et sa détermination à faire appel après qu'un tribunal a refusé de leur accorder le droit de fumer du cannabis. La loi kenyane rend la possession de ce stupéfiant pour consommation personnelle passible de peine allant jusqu'à 10 ans de prison et une forte amende. Dans une décision rendue par visioconférence, le juge a rejeté dans son intégralité la requête judiciaire des Rastafari du Kenya. Le rastafarisme est une religion jouissant de protection constitutionnelle, a-t-il reconnu, mais la preuve du rôle central du cannabis dans la foi Rastafari est moins claire. Les Rastafari utilisent le cannabis dans le cadre de leur méditation religieuse. Nous ne perdrons pas espoir, nous continuerons à faire valoir nos droits, a déclaré le porte-parole de la société Rastafari du Kenya. En France, le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi visant à créer un droit à l'aide à mourir qui permettra à certains malades atteints de pathologies graves d'obtenir sous condition l'administration d'un produit mortel. Pour entériner cette promesse d'Emmanuel Macron maintes fois retardée, le gouvernement a donné le dernier mot à l'Assemblée nationale qui a approuvé le texte par 291 voix contre 241. Exprimé 532. La présidente de la Commission européenne a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev à l'occasion de la journée de l'État en Ukraine. À la suite d'une conférence de presse avec son hôte, Volodymyr Zelensky a exhorté l'Union européenne à faire preuve de constance dans l'adoption de nouvelles sanctions contre la Russie. Il ne faut accorder à la Russie ni répit ni délai pour s'adapter à la pression exercée en raison de sa guerre, a-t-il expliqué. L'Union européenne a décidé de son côté de renvoyer au 23 juillet un éventuel accord sur de nouvelles sanctions contre la Russie et a maintenu jusqu'à cette date le plafonnement du prix du pétrole exporté par ce pays qui venait à échéance ce mercredi. Toujours aucun signe d'accalmie entre l'Iran et les États-Unis. Dans le centre de Téhéran en Iran, une nouvelle bannière affichée sur la place d'Engelab montre le président américain Donald Trump allongé dans un cercueil ouvert, accompagné de l'inscription « Nous allons tuer Trump » en farci. Aux États-Unis, Donald Trump a affirmé mardi sur Fox News qu'il frapperait des centrales électriques et des ponts en Iran la semaine prochaine si aucun accord n'était conclu avec Téhéran. Interrogé sur la durée des frappes américaines, Donald Trump a répondu « Elles se poursuivront jusqu'à ce que je dise que cela suffit ». Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition unique. À la suite de ce journal, retrouvez le documentaire Santé, longévité, suivi de la rediffusion de la matinale de ce jour. Bonjour les vacances. Excellente soirée sur Bénin TV.